Par une soirée de septembre 1999, à Albuquerque, Nouveau-Mexique, une femme de 36 ans, Shirley Shiu, fit une demande inhabituelle à sa collègue: « Si je ne me présente pas demain, contactez les autorités. » Ces paroles allaient devenir le prélude d'une intrigue mêlant meurtre, théorie du complot sur les extraterrestres, rituels sinistres et même cannibalisme, un vaste réseau de mensonges qui transformerait à jamais l'existence de tous les protagonistes. Née le 27 août 1963 en Malaisie, Shirley Shiu était l'enfant d'un couple modeste, Tim Ken et Tim Yook. Dès sa jeunesse, elle manifestait une détermination exceptionnelle. À 21 ans, elle avait déjà obtenu un poste de représentante marketing dans l'une des plus importantes institutions bancaires de Malaisie, la Banque Leong. Elle était le genre de personne qui captivait son entourage par sa bienveillance et son dévouement. Après son installation aux États-Unis et le début de son emploi comme caissière à la Bank of America d'Albuquerque, Shirley se distingua rapidement. Elle fut bientôt reconnue comme la meilleure caissière, non seulement de son agence, mais de toute la région. Ses performances remarquables lui valurent des voyages récompenses à San Francisco et dans d'autres métropoles. Malgré sa nature réservée, Shirley embrassait chaque nouveau défi avec une détermination remarquable. À son arrivée aux États-Unis, elle décida d'apprendre la cuisine locale du Nouveau-Mexique, s'immergeant totalement dans la culture de sa terre d'adoption. Ses collaborateurs la décrivaient comme extraordinairement fiable, modeste et toujours prête à porter assistance. Lorsque son mariage commença à se dégrader, Shirley démontra une fois de plus sa force intérieure. Pressentant le danger qui s'approchait, elle s'inscrivit à des cours d'arts martiaux. Ses instructeurs témoignèrent de la façon dont elle, initialement timide, développa rapidement force et compétences, impressionnant tout le monde par son application. Ses collègues commencèrent à remarquer la musculature qui se développait sur ses bras et ses jambes, un témoignage silencieux de sa volonté de se protéger. Mais Shirley avait une unique vulnérabilité fatale, son cœur confiant. Quand elle rencontra un homme charmant qui se présenta comme Diazien Osankoft lors d'une excursion à SeaWorld en Californie, elle crut en ses paroles. Quand il envoya une lettre à ses parents se présentant comme un important employé de la NASA, elle ne remit rien en question. Cette confiance marquerait le début d'une spirale descendante qui culminerait dans son histoire tragique. Parmi toutes les personnes interrogées durant l'enquête, famille en Malaisie, collègues, instructeurs d'arts martiaux, amis, personne n'avait un mot négatif concernant Shirley. Dans un monde où la perfection est rare, elle s'en approchait dangereusement. Et c'est peut-être précisément cette bonté qui fit d'elle la cible idéale pour un prédateur qui se nourrissait de la confiance d'autrui. Son dernier acte de prévoyance, avertir une collègue de contacter les autorités en cas d'absence, démontre que, même à la fin, Shirley conserva sa lucidité et son courage. Elle savait qu'elle était en danger, mais refusait de céder à la peur. Malheureusement, ses soupçons étaient fondés, et cet avertissement serait la dernière fois que quelqu'un entendrait sa voix. Pendant que Shirley construisait une existence honnête par le travail acharné, son futur bourreau suivait un chemin bien différent. L'homme qui se présentait comme Dr Diazien Osankoft, scientifique brillant et employé de la NASA, dissimulait une histoire sombre que peu connaissaient. Né sous le nom d'Armand Chavez le 5 mars 1965 à Houston, Texas, son enfance fut marquée par le divorce traumatisant de ses parents lorsqu'il avait entre 6 et 8 ans. Séparé de sa mère, il fut élevé par son père et une belle-mère qu'il méprisait. À 16 ans, il quitta le domicile familial, portant en lui une haine qui se manifesterait plus tard de manières inquiétantes. Au lycée, Armand était connu comme un jeune homme calme et joueur de football américain dévoué. Mais un grave accident sur le terrain changea tout. Après un violent choc à la tête qui le conduisit à l'hôpital, son entourage remarqua un changement dramatique dans sa personnalité. C'était comme si quelque chose s'était brisé en lui, laissant place à une nature manipulatrice et assoiffée de contrôle. Au début des années 90, il décida de créer une nouvelle identité. Il choisit le nom Diazien Osankoft car il estimait qu'il combinait des éléments de ce qu'il considérait comme des races supérieures, japonaises et allemandes. C'était le commencement d'une toile de mensonges élaborée qui piégerait des dizaines de victimes dans les années suivantes. Son talent pour la duperie était exceptionnel. Même après son expulsion de la faculté de médecine pour usage de faux documents, il continuait à se présenter comme médecin renommé. Il avait le don d'identifier les vulnérabilités des gens et de les exploiter impitoyablement. En seulement 30 secondes de conversation, selon les témoignages, il savait déjà s'il pourrait manipuler quelqu'un. Ses escroqueries étaient aussi variées que cruelles. Il prétendait posséder des technologies scientifiques révolutionnaires qui rapporteraient des millions en investissement. Il vendait des traitements miraculeux pour des maladies terminales. L'une de ses affaires les plus troublantes impliqua une femme atteinte d'un cancer du sein à Santa Fe, Nouveau-Mexique.
il la convainquit qu'il possédait un traitement révolutionnaire, lui extorquant $25 000 mensuels jusqu'à son décès. Même après sa mort, il continua ses escroqueries pendant les croisières qu'il fit avec cet argent. Mais l'aspect peut-être le plus bizarre de sa personnalité était son obsession pour le sang. Il conservait des flacons de sang humain dans son réfrigérateur, prélevés sur des personnes qu'il trompait pour faire des examens. On le voyait fréquemment simuler des vomissements de sang et des injections, prétendant souffrir d'une leucémie terminale, un autre de ses mensonges. Pour compléter son personnage, il développa une mythologie personnelle élaborée basée sur des films de science-fiction qu'il gardait dans sa chambre. Selon la victime, il affirmait avoir entre 50 et 10 000 ans, être un extraterrestre de la planète Giga, ou posséder des pouvoirs surnaturels. Tel un prédateur adaptable, il façonnait ses mensonges selon les croyances et les vulnérabilités de chaque cible. Son mariage avec Girly n'était qu'une autre mascarade dans son vaste répertoire. Tandis qu'elle rêvait d'une vie simple et heureuse, il entretenait des relations simultanées avec plusieurs femmes, escroquant chacune d'entre elles. Lorsqu'elle décida finalement de divorcer, sa réaction révéla sa véritable nature, il jura qu'elle ne verrait jamais un centime de ses biens et que son corps ne serait jamais retrouvé. Le contraste entre Girly et Diazien ne pouvait être plus saisissant. Elle, une immigrée honnête qui avait tout conquis par le travail acharné. Lui, un menteur pathologique qui détruisait des vies pour l'argent et le pouvoir. La rencontre de ces deux personnages si différents serait le prélude d'une tragédie que personne ne pouvait prévoir. Au cœur de cette histoire macabre, entre la victime Girly Chiu et le manipulateur Diazien Osankoft, émerge un troisième personnage crucial, Linda Henning. Son implication dans l'affaire est peut-être la plus troublante, car elle démontre comment une personne apparemment normale peut être complètement transformée en quelques semaines. Linda n'était pas une criminelle, ni n'avait d'antécédents de violence. Au contraire, c'était une femme d'affaires respectée à Albuquerque, propriétaire d'une marque de vêtements prospère et sur le point de se marier. Rien dans son passé ne laissait présager le rôle qu'elle jouerait dans cette histoire tragique. Née et élevée à Hollywood, Californie, Linda portait des cicatrices émotionnelles profondes depuis l'enfance. Quand elle avait 11 ans, son père abandonna la famille, un traumatisme que sa mère croyait avoir laissé sa fille émotionnellement vulnérable. Si un homme lui disait que la lune était faite de fromage, commenta sa mère pendant le procès, Linda l'aurait probablement cru. Malgré ses vulnérabilités, Linda parvint à construire une vie impressionnante à Albuquerque. En tant que propriétaire d'une marque de vêtements prospère, elle était connue pour son professionnalisme et son élégance. Ses amis la décrivaient comme une femme intelligente et déterminée. Cependant, elle avait un intérêt particulier, elle était fascinée par les théories du complot sur les ovnis et les phénomènes paranormaux. En 1999, le destin conspira pour unir Linda à Diazien d'une manière presque cinématographique. Tout commença lorsqu'elle assista à un séminaire du théoricien du complot David Icke, connu pour ses idées sur les reptiliens infiltrés dans l'élite mondiale. À la même époque, elle fréquentait une salle de sport où Diazien s'entraînait également. Le directeur de la salle de sport, connaissant l'intérêt des deux pour les ovnis, fit la présentation fatale. Diazien, comme toujours, savait exactement comment exploiter les intérêts de sa prochaine victime. Il se présenta non seulement comme médecin et scientifique, mais comme un extraterrestre déguisé, possédant des technologies révolutionnaires et des connaissances secrètes. La rapidité de la transformation de Linda choqua tout son entourage. En seulement 5 semaines après avoir rencontré Diazien, elle était méconnaissable. Elle abandonna son fiancé sans explication, négligea ses affaires prospères et changea complètement son mode d'expression, qui devint frénétique et obsessionnel. Les personnes qui la connaissaient depuis des années rapportèrent des changements alarmants. Linda cessa de soigner son apparence, chose impensable pour une entrepreneur de mode. Son discours devint urgent et paranoïaque, comme si elle était constamment au bord d'une catastrophe mondiale. Linda plongea tête première dans l'une des théories du complot les plus bizarres de notre époque, la croyance aux reptiliens. Selon cette théorie, popularisée par l'écrivain David Icke, la Terre serait secrètement contrôlée par une race d'extraterrestres reptiliens métamorphes, des êtres capables de prendre forme humaine et qui auraient infiltré les principales positions de pouvoir dans le monde, incluant familles royales, présidents et leaders mondiaux. Ces êtres, selon la théorie, maintiendraient leur forme humaine à travers des rituels sinistrés et la manipulation de l'humanité. Ce fut dans cet univers de fantasmes que Linda se perdit complètement. Elle commença à croire qu'elle serait la reine des reptiliens lorsque la planète Terre serait conquise par ces créatures. Dans son esprit, Diazien n'était pas simplement un homme, c'était un être reptilien immortel âgé de milliers d'années, envoyé pour préparer la Terre à un nouvel ordre mondial.
Elle alla jusqu'à investir plus de 100 000 $ dans ces supposées technologies révolutionnaires, convaincue qu'elle participait à une mission cosmique supérieure. Lors des réunions du groupe d'études sur les ovnis, Linda et Diazien devinrent inséparables. Elle le défendait ardemment lorsqu'il proclamait être un expert médical et un extraterrestre aux pouvoirs extraordinaires. Son comportement devint si erratique que d'autres membres du groupe commencèrent à s'inquiéter de sa santé mentale. Lorsque Diazien commença à décrire Shirley Shiu comme une menace extraterrestre, Linda assimila totalement cette narration délirante. L'entrepreneuse autrefois estimée pour sa rationalité et son professionnalisme se trouvait désormais complètement immergée dans un univers de fantasmes paranoïaques et de théories conspirationnistes. Pendant que Linda Henning était absorbée dans son monde de fantasmes extraterrestres et que Diazien alimentait des théories du complot, la réalité commença à se manifester à travers des indices troublants. Ce que les enquêteurs découvriraient dans les semaines suivant la disparition de Shirley révélerait la véritable nature du crime. Tout débuta à 8h10 du matin le 10 septembre 1999, lorsque les collègues de Shirley, préoccupés par son absence et se remémorant sa requête inquiétante, alertèrent les autorités. Les officiers, d'abord hésitants car il était trop tôt pour considérer une disparition, cédèrent à l'insistance des amis. Ce fut une décision qui transformerait tout le cours de l'enquête. En arrivant à l'appartement de Shirley, les investigateurs découvrirent une scène préoccupante. La moquette était saturée d'eau de javel, une tentative manifeste et désespérée d'effacer des preuves. De petites traces de sang étaient visibles, ainsi que des signes évidents de lutte. Un voisin rapporta avoir aperçu un individu suspect la veille, son visage et son cou étaient peints en noir, et il portait ce qui ressemblait à un gilet de camouflage. Le même jour, à 120 miles au sud-ouest d'Albuquerque, le long d'une route isolée en plein désert, un agent d'entretien fit une découverte glaçante. Éparpillés sur le bord de la route se trouvaient une bâche ensanglantée, des morceaux tordus de ruban adhésif, et les vêtements de Shirley, un chemisier, un short et des sous-vêtements, tous maculés de sang. L'analyse scientifique des vêtements révéla un détail troublant, sur le chemisier de Shirley, les enquêteurs trouvèrent non seulement des taches de sang, mais aussi de l'ADN qui n'appartenait pas à la victime. C'était de la salive, et elle appartenait à Diazien Osankoft. Ce détail serait crucial pour comprendre la nature rituelle du crime. 2 jours plus tard, d'autres preuves émergèrent. Sur la route 60, au sud-est de la ville de Bethléem, d'autres objets furent découverts, un short orange, un chemisier et un sous-vêtement vert, tous tachés de sang. Les cheveux trouvés sur les vêtements seraient ultérieurement identifiés comme appartenant à la victime. La bâche trouvée avec les vêtements contenait des preuves encore plus sinistres. Lorsque les enquêteurs l'examinèrent minutieusement, ils découvrirent ce qui semblait être des empreintes d'une épée et des marques suggérant que quelque chose, ou quelqu'un, y avait été enveloppé. Les taches de sang formaient des motifs indiquant que la victime était encore vivante lorsqu'elle fut enveloppée dans le matériau. La tentative de nettoyer l'appartement avec de l'eau de javel fut méticuleuse, mais insuffisante. En utilisant du luminol, les enquêteurs parvinrent à cartographier un motif de gouttes de sang qui suggérait une lutte violente. L'utilisation d'eau de javel, ironiquement, finit par servir de preuve supplémentaire de la préméditation du crime. Le temps jouait contre les enquêteurs. La chaleur torride du désert du Nouveau-Mexique et l'exposition aux éléments dégradaient rapidement les preuves biologiques. Chaque heure était cruciale dans la course pour collecter et préserver les indices qui pourraient révéler ce qui était arrivé à Shirley. La dispersion des preuves sur une zone si vaste, plus de 120 miles, suggérait une tentative élaborée pour entraver l'enquête. C'était comme si les auteurs jouaient un jeu macabre avec les autorités, dispersant les pièces d'un puzzle sanglant à travers le désert du Nouveau-Mexique. Ce que les enquêteurs ignoraient à ce moment-là, c'est que ces preuves physiques n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. L'horreur véritable de ce qui était arrivé à Shirley était encore à venir, et serait encore plus perturbante que quiconque aurait pu l'imaginer. Les preuves découvertes par les enquêteurs étaient troublantes en elles-mêmes, vêtements ensanglantés, une bâche avec des marques suspectes, tentative de nettoyer la scène du crime. Mais au fur et à mesure que l'enquête progressait, des théories encore plus sinistres commencèrent à émerger, conduisant l'affaire vers des territoires encore plus sombres. Durant le procès, l'accusation présenta une théorie qui choqua même les enquêteurs les plus expérimentés. Des témoins qui avaient partagé une cellule avec Diazien rapportèrent des conversations troublantes. Il aurait parlé de rituels dans lesquels la consommation de chair et de sang humain serait nécessaire pour maintenir la forme humaine des reptiliens. Ce qui semblait initialement être un délire prit une dimension plus sombre lorsque les enquêteurs relièrent ces histoires à l'ADN trouvé sur les vêtements de Shirley. La salive de Diazien sur son chemisier ensanglanté suggérait quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple meurtre.
Au cours de l'enquête, une ancienne compagne de Diazien révéla des conversations glaciales qu'elle avait eues avec lui avant le crime. À une occasion, lorsqu'elle mentionna que quelqu'un trouverait le corps, il aurait répondu avec un sourire « On ne peut pas trouver un corps qui a été disséqué ». On découvrit bientôt que Diazien avait effectué des recherches approfondies sur les effets de différents acides sur le corps humain. Sur son ordinateur, on trouva des recherches sur la décomposition chimique et les méthodes de dissolution des tissus organiques. Il avait même conduit des expériences avec du citron et d'autres acides, testant apparemment leur efficacité. L'aspect le plus bizarre de l'affaire était la façon dont les théories du complot se mêlaient à la réalité du crime. Linda Henning et Diazien avaient construit une mythologie élaborée autour de Girly. Dans leur récit délirant, elle n'était pas simplement une ex-épouse cherchant le divorce, elle était une reine extraterrestre qui menaçait d'exposer la présence des reptiliens sur Terre. Pour comprendre la profondeur de cette croyance, les enquêteurs plongèrent dans l'univers des théories conspirationnistes de David Icke. Ils découvrirent que Diazien avait adapté ces théories, créant sa propre version où il serait un guerrier reptilien âgé de milliers d'années, envoyé pour empêcher des agents ennemis, comme Girly, de révéler la vérité sur les extraterrestres. Le plus grand tourment pour les enquêteurs et la famille de Girly demeure jusqu'à aujourd'hui. Où est son corps? Malgré des recherches extensives dans le désert du Nouveau-Mexique, y compris dans des zones reculées où des témoins ont signalé des activités suspectes, aucune trace des restes de Girly n'a été trouvée. L'absence du corps a alimenté davantage les théories sur le sort de Girly. Certains enquêteurs pensent que le corps a réellement été dissous dans de l'acide, comme Diazien l'avait recherché. D'autres soupçonnent qu'il pourrait être enterré quelque part dans le vaste désert du Nouveau-Mexique, peut-être dans un endroit connu uniquement de Diazien. Le plus troublant est que les seules personnes qui connaissent la vérité complète sur ce qui est arrivé à Girly semblent déterminées à garder leur secret. Diazien, même après avoir avoué sa participation au crime, n'a jamais révélé l'emplacement du corps. Linda Henning, quant à elle, est restée fidèle au récit des reptiliens jusqu'à la fin. Les théories sur le destin de Girly continuent de hanter tous ceux impliqués dans l'affaire. Chaque nouvelle spéculation semble plus perturbante que la précédente, et la vérité, si elle est un jour révélée, pourrait être encore plus choquante que n'importe laquelle des théories existantes. Tandis que les théories sur les rituels macabres et les conspirations extraterrestres continuaient de circuler, l'heure était venue pour la justice de traiter les faits concrets. L'affaire qui avait choqué le Nouveau-Mexique allait enfin connaître son dénouement dans les tribunaux, établissant des précédents historiques et laissant des questions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Linda Henning entra dans l'histoire du système judiciaire du Nouveau-Mexique d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Depuis la fondation de l'État en 1912, jamais une femme n'avait fait face à la possibilité de la peine capitale. Linda serait la première. Le procès attira l'attention nationale, non seulement pour la possibilité de la peine de mort, mais pour la nature bizarre de l'affaire. Durant les audiences, le comportement de Linda restait aussi erratique que dans les jours précédant le crime. Elle demeura fidèle à ses croyances sur les reptiliens et les extraterrestres, un élément que sa propre défense tenta d'utiliser pour plaider la folie. Cependant, l'accusation argumenta de manière convaincante qu'elle était parfaitement lucide lorsqu'elle participa au meurtre de Girly. Le 25 octobre 2002, après des semaines d'un procès qui ressemblait plus à de la science-fiction qu'à une procédure criminelle, le jury parvint à un verdict. Linda fut déclarée coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement, de conspiration en vue d'enlèvement, de parjure et d'altération de preuves. Bien qu'elle ait échappé à la peine capitale, sa sentence fut sévère, 73 ans et demi de prison. Diazien Osankoft, pour sa part, choisit une voie différente. Après son arrestation en Caroline du Sud, où il était sur le point de faire une nouvelle victime, une femme qu'il avait fiancée sans jamais l'avoir rencontrée en personne, il maintint initialement sa pose d'innocence. Cependant, quelque chose allait changer drastiquement sa stratégie. Confronté à des situations périlleuses en prison, Diazien réalisa qu'il devait modifier ses plans. Le 14 janvier 2002, il accepta un accord avec l'accusation, il avouerait sa participation au crime en échange de purger sa peine à perpétuité au Wyoming, loin du Nouveau-Mexique. Une fois de plus, son instinct de conservation prévalut sur toute loyauté ou principe. Son aveu, cependant, fut calculé. Il admit avoir organisé le crime, mais nia toute participation directe au meurtre. Il prétendit que Bill Miller, un associé du groupe d'études sur les ovnis, aurait été l'exécutant, bien que les preuves contre Miller fussent insuffisantes pour une condamnation sérieuse. Plus important encore, Diazien ne révéla jamais l'emplacement du corps de Girly. Lors de sa dernière apparition au tribunal d'Albuquerque, Diazien démontra une fois de plus sa nature troublante. Vêtu d'un uniforme blanc de prisonnier fédéral,
il souriait aux caméras comme s'il était à un événement mondain, et non à un procès pour meurtre. Linda Henning tenta de faire appel de sa condamnation en 2010, mais la Cour suprême du Nouveau-Mexique maintint la sentence originale. Elle continue de maintenir sa version de l'histoire, apparemment toujours prisonnière du monde de fantasmes que Diazien avait créé. Quant à lui, il purge sa peine de prison à perpétuité à Rawlins, Wyoming, emportant avec lui les secrets sur le destin de Girly. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires fascinantes. Laissez vos théories dans les commentaires, que pensez-vous être arrivé à Girly? Et si cette histoire vous a intrigué, partagez-la avec vos amis passionnés de mystère.